Salut camarades, et bienvenue sur cette vidéo de l'Otaku Duo. Dans cette nouvelle vidéo de recommandation, on va parler d'un sujet qui est finalement assez peu courant dans les animes, le folklore japonais. Comme à chaque fois pour les vidéos de ce type, il ne s'agit pas d'un top des meilleurs animes de l'histoire de l'humanité ou de mes animes préférés, mais d'une recommandation des animes que je pense correspondre le plus à ce thème. Je les ai classés par ordre chronologique et j'ai tenté d'être le plus bref possible, tout en évitant de spoiler. On débute avec un anime qui n'a plus vraiment besoin d'être présenté, le chef-d'œuvre du studio Ghibli, dont il a d'ailleurs fait la réputation à travers le monde, Princesse Mononoke. Presque écologique par excellence, critiquant l'industrialisation et l'arrogance des humains, et comme bien souvent en condamnant la guerre. Bref, tous les thèmes chers à Miyazaki. Le tout avec des personnages fascinants et mémorables, particulièrement sa sauvage héroïne, l'emblématique Princesse Mononoke, sorte de version extrémiste de Nausicaa de la vallée du vent. Princesse Mononoke se distingue des productions Ghibli par son côté bien plus sombre et violent, avec une absence quasi totale d'humour. On appréciera également le fait qu'il n'est absolument pas manichéen, aucun personnage n'étant totalement mauvais ou parfait. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est son aspect fantastique, nous plongeant dans un Japon médiéval de légende, avec une parfaite entrée en matière pour découvrir un folklore et un imaginaire japonais assez éloigné du nôtre. Princesse Mononoke est très probablement le film de Miyazaki et du studio Ghibli où l'on ressent le plus l'influence du shintoïsme, religion principale au Japon et plus ancienne religion connue du pays, mélangeant polythéisme et animisme et donnant une grande importance à la nature et à l'âme. Ce qui est particulièrement adapté au style du studio et de Miyazaki. L'action du film se déroule ainsi principalement dans une forêt dense et sombre à l'atmosphère surnaturelle, où vivent créatures fantastiques, démons, animaux intelligents et même un dieu-cerf qui marche sur l'eau. Ici, hommes et bêtes sont placés au même niveau, avec chacun leur propre vision du monde et façon de vivre. C'est un excellent film pour ressentir l'esprit animiste du Japon, avec un récit poétique et épique qui a marqué l'histoire de l'animation. Inuyasha est un shonen écrit par Rumiko Takahashi, alors déjà connu pour l'anime, publié entre 1997 et 2009. Pour résumer l'intrigue, une jeune fille tombe dans le puits du sanctuaire familial et se retrouve téléportée à l'époque du Japon féodal. Là, elle libère un demi-démon scellé à un arbre et brise un artefact magique, dont les morceaux se retrouvent projetés aux quatre coins du Japon. Kogame et Inuyasha, un demi-démon chien, doivent maintenant coopérer pour retrouver tous les morceaux. Mais bien sûr, ils devront faire face à de nombreux ennemis sur leur chemin. La plupart des épisodes racontent des histoires différentes, allant du comique au dramatique, en passant par des épisodes plus sombres et gore. Shonen assez classique, il fut très populaire en son temps, connu pour son action, parfois assez gore, et surtout le développement de la relation entre les deux personnages principaux, le tout mêlé de fantastique, avec une pointe de comédie et un cadre historique des paysans. L'anime se déroulant principalement dans une version fantastique du Japon de l'ère Sengoku, avec en plus parfois des voyages dans le temps, dans un Tokyo moderne, enfin Tokyo des années 1990. Takahashi s'inspire beaucoup du folklore et de la religion japonaise. On y trouve ainsi une très grande variété de créatures, esprits et autres démons, ainsi qu'une grande place accordée à la notion d'âme. Les voir dans leur époque du Japon ancien est finalement très original. Ça permet de s'immerger dans l'ambiance des légendes et superstitions du Japon, avec une histoire parfois légère et drôle, parfois romantique et sentimentale, ou plus sombre et violente. Bref, il y en a pour à peu près tous les goûts. Kamichu est très probablement l'anime le moins connu de cette liste. Ce véritable ovni de l'animation japonaise nous raconte les aventures d'une collégienne naïve et simplette, totalement banale, hormis le fait qu'elle est subitement et sans raison apparente devenue une déesse. Contrairement aux animes précédents, ici point d'action intense ou de combat violent. Il s'agit d'un petit anime de type tranche de vie tranquille, mêlé de surnaturel, avec une suite de petites histoires dans lesquelles l'héroïne aide les habitants de sa ville, qu'ils soient humains ou non. Elle se retrouve ainsi à poursuivre un dieu de la malchance ou à venir en aide pour ramener l'esprit d'un navire de guerre chez lui, tout en poursuivant tant bien que mal sa vie de collégienne, gérant avec l'aide de ses amis ses problèmes de jeune fille et de déesse inexpérimentée. Au premier abord, Kamichu n'a pas grand chose d'impressionnant, et justement sa force c'est sa simplicité, car bien qu'il contient de nombreux éléments fantastiques, que ce soit des divinités, des chats qui parlent et même des extraterrestres, le tout est présenté comme si c'était parfaitement banal et ordinaire. D'ailleurs, personne ne se pose vraiment de questions sur les pouvoirs de Yulie. Imprégné de nombreux éléments shintoïstes, il s'agit d'un excellent moyen de s'initier à la spiritualité japonaise, à travers la rencontre de nombreuses créatures fantastiques, dans une ambiance douce, simple et tranquille, donnant un anime vraiment agréable et relaxant.
A noter que cet anime marque également un tournant pour le studio Buens Base, qui jusque-là était spécialisé dans les animes de mecha. Il produira par la suite de nombreux animes de type surnaturel et fantasy très célèbres. D'ailleurs, sur les 8 animes de cette vidéo, 3 ont été produits par ce studio. Ayakashi est une anthologie d'horreur de 3 histoires indépendantes. 3 histoires différentes, 3 réalisateurs différents, 3 styles graphiques différents. Mais elles ont comme point commun d'emprunter au style des contes japonais traditionnels. Et évidemment, elles ont tous les 3 des éléments fantastiques, comme des divinités, des démons et autres esprits. La première histoire est une adaptation du conte Yotsuyo Kaidan, considéré comme l'histoire de fantômes la plus célèbre du Japon, écrit en 1825 par Tsuruyo Namboku en tant que pièce de kabuki. Une histoire d'horreur, d'amour, de trahison, de vengeance, de meurtre et de malédiction. La deuxième est basée sur la pièce Tenchu Monogatari, écrit en 1910 par Kyoko Izumi, romancier, dramaturge et poète japonais, spécialisé dans le genre fantastique et l'un des principaux écrivains japonais du début du XXe siècle. Bien qu'il soit dans une anthologie d'horreur, il s'agit en réalité bien plus d'une histoire d'amour interdit entre une déesse et un humain, avec un côté conte de fées. La dernière est clairement la plus réputée des 3, au point que beaucoup disent que si les 2 premières ne nous plaisent pas, il faut les sauter et regarder directement la dernière. Elle est basée sur la légende du Bakeneko, comprendre monstre chat, mais c'est une histoire totalement originale. Un récit rempli de mystères, où un apothicaire tente de découvrir ce qui a provoqué la rancune du Bakeneko. Le tout avec un visuel unique et une mise en scène très recherchée. Devant sa popularité, cette 3e histoire a donné lieu à sa propre série, Mononoke, animée en 2007. Très riche en folklore japonais, cette collection est particulièrement intéressante pour en apprendre un peu plus sur la culture et l'histoire japonaise. Les différentes histoires parlant de nombreux problèmes de l'ère Edo, le tout avec un style et une mise en scène qui en font un ovni. Natsume Yujincho est peut-être l'anime le plus pertinent de cette liste pour s'imprégner de l'imaginaire japonais contemporain. On y suit Natsume, un jeune homme capable de voir les esprits et autres créatures invisibles pour les humains normaux, ce qui est loin de lui être bénéfique. Devant son comportement et les phénomènes étranges qui l'entourent, il provoque l'incompréhension et la crainte de son entourage et vit dans une grande solitude, jusqu'au moment où il découvre que sa grand-mère décédée lui a transmis le livre des amis, qui contient le nom des esprits qu'elle a soumis, et sa rencontre avec un étrange yokai qu'il surnomme Nyanko Sensei. À chaque épisode, Natsume rencontre un yokai différent, parfois cherchant à prendre le livre au grand pouvoir ou à récupérer son nom, mais également pouvant rechercher l'aide de Natsume pour toute autre chose. Natsume Yujincho est une collection d'histoires émouvantes, parfois tristes et lourdes, parfois légères et heureuses. Chaque histoire nous fait ressentir des émotions différentes. Si la plupart des yokai n'apparaissent que dans l'épisode qui leur est dédié, ils sont en échange très variés et différents, chacun avec sa propre histoire et ses problèmes. En réalité, la plupart ressentent des sentiments très humains. L'amour, la solitude, l'acceptation, l'amitié. Ce sont très clairement les thèmes les plus importants de l'anime. D'ailleurs, si l'histoire tourne autour des yokai, l'anime semble surtout être une métaphore et une critique du comportement humain, se concentrant sur les liens entre les humains, ainsi que sur ceux entre les humains et les yokai. Le tout avec un aspect visuel simple et une ambiance sonore très efficace, qui font ressortir toute l'émotion et l'atmosphère si particulière de l'anime. Natsume Yujincho est très souvent, et à juste titre, comparé à une autre œuvre poétique célèbre, Mushishi. Les deux sont en effet très proches, mais Natsume possède une ambiance globalement plus joyeuse et même humoristique par moments. Je ne l'ai pas mis dans cette liste car celui-ci met en scène des créatures propres à l'œuvre, assez semblables à des sortes d'insectes. Ils n'ont aucun rapport avec le folklore ou les légendes japonaises. Otarubi no Morie, c'est l'histoire d'une jeune fille et de son amitié avec un étrange jeune homme portant un masque, qu'elle a rencontré toute jeune dans une forêt de montagne. Gin est même plus qu'étrange puisqu'il n'est pas humain. Il s'agit d'un être surnaturel et si un humain venait à le toucher, il disparaîtrait pour toujours. Otaru revient chaque été passer du temps avec Gin et leur relation évolue alors qu'il lutte avec ses limites. Comme j'ai déjà fait une vidéo spécialement sur cet anime, je ne vais pas revenir dans les détails. Il s'agit cependant d'un petit anime sans prétention, au scénario assez simple mais très efficace, écrit par la même auteure que Natsume et produit par la même équipe d'animation. On y retrouve toute la simplicité et la patte visuelle, le tout avec une ambiance surnaturelle et poétique. Ici aussi, le thème de la relation et de la coexistence entre les humains et les yokai est au centre du récit, en insistant sur la différence de plan d'existence et de longévité, thème déjà très présent dans les Natsume, ainsi que sur le côté éphémère des choses. Il s'agit encore une fois d'un anime très intéressant pour s'imprégner de l'imaginaire japonais, avec en plus une histoire touchante et émouvante.
Au sein de cette liste, Kaguya Hime no Monogatari, le conte de la princesse Kaguya en français, tient une place particulière, car contrairement aux autres animes présentés ici, il ne s'agit pas d'un film qui parle ou utilise des éléments du folklore japonais. Le film lui-même, ou en tout cas le conte dont il s'inspire, fait lui-même partie du folklore japonais. En effet, il s'agit de l'adaptation de l'un des contes japonais les plus célèbres, connu sous le nom de Kaguya Hime no Monogatari, mais aussi sous le nom de Taketori Monogatari, le conte du coupeur de bambou, écrit au Xe siècle. Ce conte, qui en réalité est une compilation de plusieurs contes, raconte la vie de Kaguya, née dans un bambou et découvert par un vieux coupeur de bambou. Elle grandit dans le bonheur, devenant rapidement une jolie jeune femme, heureuse et libre. Le vieil homme est alors persuadé que Kaguya mérite une meilleure vie. Pour lui, en faire une princesse est la meilleure chose qui pourrait lui arriver, plutôt que d'endurer une dure vie de paysan. Au grand désarroi de Kaguya, qui souffre tiraillée entre ce qu'elle veut être et ce que les autres attendent d'elle. Elle est prise dans un engrenage et sa vie semble ne plus lui appartenir. Le conte est très riche en thèmes abordés. Il parle aussi bien de l'adolescence, du matérialisme, de l'authenticité, de la société, de la croissance vers l'âge adulte et plus globalement de la vie dans son ensemble. Véritable morceau de la culture japonaise, il est considéré comme le plus ancien récit japonais. Cette adaptation produite par le studio Ghibli fait honneur à ce récit millénaire, avec une réalisation impressionnante, loin de ce que l'on a l'habitude, même pour du Ghibli. Le style visuel est tout aussi unique qu'impressionnant, alternant les traits délicats de pétales de fleurs avec des traits furieux et grossiers au fusain, des plans monochromes et d'autres noyés à l'aquarelle, le tout formant une estampe vivante. Visuellement, le film ne laisse pas indifférent. Contrairement à la plupart des animes du genre, il ne se déroule ni dans la tranquille campagne japonaise, ni dans un Japon ancien, mais utilise le cadre du Kyoto actuel, une ville emblématique, célèbre pour sa longue histoire et ses quartiers traditionnels. Mais bien sûr, il s'agit ici d'un Kyoto entre réalité et imaginaire, où vivent entre autres des Tengu et des Tanuki, capables de changer d'apparence pour passer inaperçus parmi les humains. Le sujet central de la série, comme le titre l'indique, c'est une famille des plus excentriques. Évidemment, si cet anime est ici, c'est qu'il ne s'agit pas d'une famille normale. Ce sont des Tanuki, yokai très célèbres du Japon, connu pour sa capacité à changer de forme à volonté et son caractère blagueur, jouant souvent des tours aux humains, donnant une œuvre drôle et vivante. Nous suivons particulièrement le quotidien de Yasaburo et ses aventures à travers la ville. La série nous parle des relations au sein de sa famille, ainsi que ses relations avec les autres familles, et des personnages tous plus loufoques les uns que les autres. Il se présente comme une comédie absurde pleine de malice, un anime vivant et coloré, rempli de sentiments et de folie. A noter que cet anime est tiré d'un light novel de Tomiko Morimi, déjà connu pour son livre Tatami Galaxy, adapté en anime en 2010, également célèbre pour son côté décalé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.